Les échanges sont-ils une nécessité? Eh bien oui, pourquoi? Parce que nous n'avons pas, chacun d'entre nous, la capacité de produire tout ce qui nous permettra de survivre. Cette idée, assez classique, a été d'abord formulée par Platon dans la République. Platon écrit, c'est au livre 2, « Il y a naissance de société du fait que chacun de nous, loin de se suffire à lui-même, a au contraire besoin d'un grand nombre de gens. » C'est donc la multiplicité des besoins, jointe à l'impuissance naturelle de chacun, qui nous pousse pour l'entraide à nous associer, à nous réunir en un même lieu, à fonder une société et à installer la division des tâches. Certains d'entre nous s'occuperont de produire la nourriture, les agriculteurs, d'autres s'occuperont de produire les vêtements, d'autres encore les maisons. Et ensuite on va, par le commerce, échanger ces biens entre nous afin de satisfaire nos besoins. Alors on voit donc que pour Platon, les échanges permettent de créer et de consolider les cités. Cette thèse pourra nous rappeler la thèse développée au XVIIIe siècle, qui est la thèse du libéralisme, la thèse du doux commerce. Alors cette thèse du doux commerce, cette thèse du commerce pacificateur et civilisateur a été défendue notamment par Montesquieu dans l'Esprit des lois en 1748. Et Montesquieu écrit que c'est une règle générale, presque générale, que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Autrement dit, on ne va pas faire la guerre à celui dont on a besoin commercialement. L'esprit du commerce unit les nations pour Montesquieu et il unit aussi les particuliers, instaurant un sens de la justice. Alors on voit là un optimisme lié au commerce qui caractérise la pensée libérale naissant au XVIIIe siècle. Alors évidemment, cet optimisme va être sérieusement tempéré, d'une part par les événements économiques du XIXe siècle, l'extraordinaire, l'extrême violence économique qui s'y joue, et puis aussi donc par les penseurs du XIXe siècle. Et parmi tous ces penseurs de la mouvance socialiste, c'est certainement Karl Marx qui le plus va se montrer critique à l'égard du commerce. Karl Marx, avec son compagnon Engels, écrivent le manifeste du Parti communiste, un siècle après Montesquieu, on est maintenant en 1848, et dans ce texte, il voit le commerce non pas du tout comme un vecteur de pacification, mais au contraire comme un vecteur de destruction, de violence, d'exploitation. Et ils écrivent que le commerce, au fond ici le capitalisme porté par la bourgeoisie, a tout noyé dans, disent-ils, les eaux glacées du calcul égoïste. Et qu'elle a réduit, la bourgeoisie, elle a réduit la dignité personnelle à la valeur d'échange. Car le prolétaire, en effet, est dans la situation terrible où il n'a d'autre ressource que de vendre sa force de production, c'est-à-dire que de vendre son corps comme force de travail. Il la vend au capitaliste, celui qui possède les moyens de production et les moyens d'échange. En retour de quoi, le capitaliste lui donne un salaire qui lui permet juste de renouveler, de ne pas mourir, de renouveler sa force de travail. Et donc on voit bien que pour Karl Marx, ce commerce est éminemment violent. D'ailleurs, il est dans une logique d'expansion mondiale. La concurrence du libre-échange ne peut, pour Marx, que mener à la guerre. C'est donc exploitation et guerre, nous sommes bien loin de la pacification et de l'adoucissement des mœurs que voyait le libéral Montesquieu. Comment concilier ces deux positions? D'un côté, la position du commerce pacificateur et de l'autre côté, la position du commerce violent, du commerce guerrier, du commerce barbare. Eh bien, sans doute en redonnant au commerce, c'est-à-dire aux échanges économiques, leur juste place. En reconnaissant d'abord que, au moins à court terme, les échanges économiques, dans le marché, produisent de la richesse et produisent du profit. Simplement, ils ne produisent pas spontanément de la justice, loin de là. Autrement dit, le marché qui produit de la richesse doit être encadré par ce qui produit de la justice. Et ce qui produit de la justice, ce n'est pas le marché, bien sûr, c'est la politique, qui est capable d'instaurer du droit. Et donc il faut des institutions politiques qui encadrent les échanges de biens afin de produire de la justice. Rappelant que tout n'est pas objet de marchandisation.
Ça, c'est la thèse de l'ultralibéralisme qui voudrait non pas simplement une économie de marché, mais une société de marché. Eh bien non, il faut mettre ici des limites et rappeler que les échanges marchands, nous en avons besoin pour produire de la richesse, oui, mais qu'ils ne sont pas ce qui doit régler la société entière. C'est donc à la politique d'encadrer les échanges marchands dont nous avons besoin, mais afin de ne pas produire une société de marché. Et donc là, on a besoin de produire des institutions collectives qui vont encadrer le marché afin d'assurer une juste rétribution des richesses et davantage de justice sociale. Le combat ici, comme toujours, est politique. Moi, John Locke, je pense que les différences de richesse entre les hommes ne sont pas fondamentalement injustes, car la propriété est un droit naturel. L'homme porte en lui-même la justification principale de la propriété. Et cette justification, c'est la liberté naturelle inscrite en chacun de nous. Chaque homme, en effet, est d'abord propriétaire de sa propre personne, mais il est aussi propriétaire de tout ce qu'il a transformé par son travail. Ce qui est produit par le travail vient de l'individu lui-même et devient sa propriété légitime. Certes, ce que nous donne la nature est commun à tous, mais chaque ressource naturelle devient la propriété privée de celui qui l'aura transformée par son travail. La récolte d'un paysan, c'est-à-dire ce qu'il aura semé dans le terrain qu'il aura labouré, lui appartiendra légitimement. Et je m'effraie un peu de ce que dans quelques siècles certains pourront prétendre que la propriété c'est le vol. Et je pressens donc que le libéralisme sera au centre de nombreux débats.